Anas. Bonjour, nous voilà arrivés aux sessions et aux ateliers. Et comme vient de le dire mon cher ami et collègue Anas, on aura 5 interventions. Comme vous avez pu le constater, de ces interventions aborde la question du contexte sous des angles différents. Il y en a qui la traitent par rapport aux situations, d'autres par rapport aux approches, d'autres par rapport aux tâches et d'autres par rapport à la question de l'adaptation et des frontières entre didactique et didactologie. Pour des raisons d'organisation, je rappelle que le temps accordé pour chaque intervention est de 20 minutes, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Et du coup, je vous prie de bien respecter la durée de l'intervention. Du coup, sans plus tarder, nous allons ouvrir le bal par la première intervention de M. Saïd Ben Barak, qui nous vient de l'Université de Casablanca et qui va nous présenter, qui s'interroge plutôt sur le rôle attribué à la notion de la situation en didactique du français. Je vous prie de bien vouloir... Bonjour, je réitère mes remerciements pour le comité d'organisation de nous avoir accueillis chaleureusement dans cet édifice ancestral et surtout sublime. Comme vous pouvez le constater, l'intitulé de ma communication est « Quel rôle attribué à la notion de situation en didactique du français ?» Donc c'est déjà ce titre, oui, j'annonce premièrement le plan. Donc je vais commencer par une introduction où je vais essayer de poser la problématique qui constitue le socle de ma communication. Je vais m'arrêter de manière succincte sur un ensemble de concepts et des options théoriques et méthodologiques qui vont structurer ma recherche. Oui, par la suite, je vais donner les résultats de mon analyse enfin je vais parvenir à une conclusion synthétique. Donc, déjà, un titre problématique. Titre problématique, pourquoi? Parce qu'il annonce d'ores et déjà le statut de la situation. Donc, le statut de la situation est interrogé en didactique du français pour 3 raisons principales. La première raison est que la notion de situation est complexe. Donc, il serait totalement réducteur de se fier uniquement à ce que Yves Ruther donne comme définition de la situation et d'en faire une ligne de pensée. La définition telle qu'elle a été proposée par Yves Ruther dans le dictionnaire des concepts didactiques, c'est que la situation signifie une coupe dans la réalité, ponctuée dans le temps et l'espace et caractérisée par le surgissement d'éléments nouveaux. Justement, cette question nous interpelle, la complexité du mot situation, parce qu'il impose à nous donc un problème de choix. Quand est-ce qu'on parle de situation? Quelle est la coupe de réalité qui correspond à la situation et quels sont les critères qui permettent de situer ce que c'est la situation? Le deuxième élément, la deuxième raison à la base de laquelle le mot situation prête à confusion, c'est la notion de transversalité. Justement, le concept de situation est un concept qui ne cesse de migrer de champ en champ, et dans cet élan de migration, le mot situation change de coloration sémantique une fois qu'on passe de paradigme de connaissance en paradigme de connaissance. Troisième élément, comment justement faire en sorte que la notion de situation fasse son introduction dans la didactique et comment justement cette notion aussi émerge dans un champ où le contexte, où la notion de contexte fait figure de droit de cité, acquiert droit de cité. Ces constats d'évidence nous permettent de générer notre problématique qui constitue justement
le focus de notre recherche. Comment la notion de situation permettrait-elle d'éclairer sur la pratique enseignante, c'est-à-dire ce que les enseignants font réellement en élargissant le regard épistémologique de la didactique du français. Mais justement, dans cette entreprise d'exploration, nous nous sommes heurtés à deux obstacles. Un obstacle méthodologique, comment saisir la situation dans une pratique enseignante. Si nous partons de l'évidence que la situation se caractérise par sa contingence, par sa transversalité, par sa complexité, comment saisir quelque chose qui relève de l'insaisissable, encore que la pratique aussi, la pratique enseignante est insaisissable par définition. Donc, vu son caractère multidimensionnel. Nous nous sommes heurtés aussi à un obstacle épistémologique, c'est interroger la capacité de notre recherche à générer de la connaissance nouvelle. Générer de la connaissance nouvelle à partir de la connaissance disponible. Ça veut dire comment faire en sorte que cette connaissance disponible que la situation met à la disposition des chercheurs, comment la rendre une connaissance savante, ça veut dire une connaissance reconnue par la communauté scientifique. Donc, deux hypothèses sont à l'épreuve de notre recherche. Une hypothèse, la première hypothèse, consiste à explorer les différents traitements que les enseignants stagiaires opèrent pour introduire la notion de situation dans leur pratique enseignante. Ça veut dire comment la notion de situation, les notions de contexte font cortège en didactique du français. La seconde hypothèse, c'est examiner les régulations épistémologiques, les adaptations au niveau conceptuel et au niveau aussi épistémologique que les stagiaires effectuent pour accorder plus de crédit à la notion de situation et lui permettre d'échapper à la dépendance des contextes. En quelque sorte, notre recherche constitue ce parcours initiatique que le mot situation par lequel le mot situation doit passer pour atteindre le statut c'est pas le statut de héros dans la mythologie, mais de toutes les façons acquiert ses lettres de noblesse. Justement, on ne peut faire le deuil, on ne peut s'empêcher justement de ne pas passer par la didactique professionnelle. Donc le cadre théorique dans lequel nous inscrivons notre recherche, c'est la didactique professionnelle, et nous partons de cet adage très célébrissime, qui au début était la situation. Donc, le champ théorique qui constitue la toile de fond de notre recherche est la théorie de l'activité, et plus précisément la didactique de Passerelle, la didactique professionnelle de Passerelle en tant que théorie d'activité qui abandonne l'entrée par savoir professionnel ou bien savoir académique et prône l'entrée par activité. Donc, ce qui donne l'accès direct au mot, à la notion de situation, de faire son entrée sublime. Et nous avons choisi donc la didactique professionnelle comme cadre théorique parce que la didactique professionnelle s'inscrit au confluent, au carrefour de trois champs théoriques et un champ de pratique. Les trois champs théoriques que sont la didactique des disciplines, l'ergonomie, la psychologie ergonomique et l'ergonomie, et un champ de pratique, c'est la formation professionnelle des adultes ou ce que nous appelons actuellement l'ingénierie de formation. Et des régulations, donc justement pour s'inscrire ou nous inscrire dans ce sillage, nous sommes obligés d'effectuer quelques régulations conceptuelles. Deux concepts fondateurs que Isabelle Vinatier a emprunté à Orecchioni dans les fameuses interactions verbales, les invariants situationnels et les invariants de sujet. Donc la régulation conceptuelle, si la didactique professionnelle telle qu'elle a été appliquée dans les métiers de l'industriel, utilise le mot schème. Donc, vu la spécificité de l'enseignement où l'interaction verbale fait figure de socle, l'invariant, le schème, la notion de schème cède sa place à une autre notion qui justement connaît une
une floraison actuellement dans ce champ apparemment nouveau. Donc, deux concepts, invariant situationnel et les invariants sujets. Le positionnement épistémologique, donc comme toute recherche, donc on ne peut donc échapper au positionnement épistémologique. Le positionnement épistémologique que j'adopte, que nous adoptons, c'est le constructivisme. Pourquoi le constructivisme? Justement parce que nous travaillons sur le réel enseignant, et le réel est par définition n'est pas une donnée immédiate, ça veut dire saisie par la conscience, mais c'est une donnée construite au fil de chaque situation. La démarche elle est qualitative parce que nous avons choisi comme matériau de recherche les récits de pratique. L'échantillon que nous avons aussi choisi est un échantillon de convenance. La population cible, ce sont des enseignants stagiaires de français, promotion 2021-2022. Le terrain d'enquête, c'est le CRMF, dès que j'ai dit pas. Analyse des risques. Eu égard des deux hypothèses de recherche, les stagiaires semblent confondre entre contexte et situation. Une première constante. Donc je commence par ce qui fédère tous les récits et il leur permet d'avoir une saisie un peu analogique, similaire de la notion de situation. Une première constante, la contextualisation est une exigence rhétorique et un besoin de communication. Donc tous les récits commencent par une mise en contexte, par une contextualisation, par le lieu de stage, par l'emplacement de la séance dans le cadre de la séquence, dans le cadre du projet, et donc compte tenu du niveau enseigné. Et aussi l'approche préconisée, l'approche par compétence, justement. Une seconde constante, c'est le contexte institutionnel est omniprésent dans les narrations de soi de chaque stagiaire. Ça veut dire que la situation ou bien le contexte de manière générale, sans tomber dans la confusion, est appelé dans son acception la plus large, son acception la plus objective. Une dernière constante, c'est que le contexte est appelé pour tisser un lien avec un souvenir d'enfance ou une idée reçue. C'est là où la narration intervient pour renouer avec les temps des origines, avec sa tradition scolaire, où les stagiaires étaient encore des étudiants. La situation et le contexte. Les cas où la situation est évoquée implicitement ou explicitement. Un sens général où la notion de situation semble s'utiliser de manière aléatoire sans souci de précision. Tous les récits semblent faire mention de la situation, mais chaque récit en fait l'usage qu'il veut. Un sens particulier où la notion de situation est utilisée pour évoquer des cas où un problème surgit. Les stagiaires rendent compte de la manière dont la situation semble les dominer. Les stagiaires se focalisent sur un aspect et tentent de le décrire et de l'analyser. Ça c'est ce qu'on appelle un premier seuil de réflexivité, là où la situation commence à avoir justement un ascendant sur le contexte, là où les invariants de sujet commencent à émerger pour donner du prix à ce que disent les stagiaires, pour justifier leurs attitudes et leur posture. La situation est utilisée pour témoigner du type de posture que le stagiaire adopte face à un problème généralement relevant de la gestion, puisque ce sont des enseignants stagiaires, donc des enseignants débutants. Ils font leur entrée, comme dit Habermas, dans le métier, donc le problème de la discipline sont prédominants. Contexte et situation. La situation est saisie dans les récits à partir des invariants situationnels. Les récits de stage relatent les interactions qui s'effectuent en classe et qui demeurent de l'ordre du répétitif, d'où le terme invariant, ce qui est schématique. Comme ces schèmes d'action, justement le terme schème d'action a été utilisé amplement dans les travaux de Marguerite Alté, qui semblent traverser toutes les situations didactiques. Donc, ce sont en quelque sorte ce que Chomsky appelle ces universaux. Donc, ce sont des universaux qui reviennent de manière récurrente dans la prestation de chaque stagiaire et qui lui permettent d'avoir à la fois un étayage conceptuel et
épistémologique et il leur donne justement cette sécurité affective dont ils ont besoin pour augmenter leur estime de soi, sans laquelle ils ne peuvent pas faire leur entrée dans le métier de manière sereine. Les interactions du sujet, tous les récits de stage montrent des sujets didactiques et échanges, distribuent la parole, des gestes professionnels qui diffèrent en fonction du moment pédagogique, des gestes ou bien des postures. Donc le métier agenda de bûcheton, étayage, pilotage d'atmosphère, tissage, même si le geste pédagogique, le geste professionnel dominant, c'est le geste d'atmosphère. Situation et contexte, une autre régulation conceptuelle, c'est setting et arena. Pour résumer donc la notion de contexte, revêt deux acceptions. Setting et arena, donc là cité dans Astier. Arena, donc le stagiaire utilise le contexte dans le sens objectif. Et le setting, lorsqu'il utilise donc le contexte ou bien la situation pour plaider en faveur d'une idée, pour justifier une attitude et pour aussi faire preuve d'un élan de réflexivité. Dans ce cas-là, donc, lorsque la situation se détache de la dépendance du contexte pour devenir setting au sens de l'art, il permet aux stagiaires d'avoir une attitude distanciée par rapport à sa pratique, l'observer, d'écrire, la narrer, l'analyser, en décider et par la suite aussi modifier. Donc, dans ce cas-là, la situation devient vecteur d'apprentissage professionnel. Donc, je parviens, comme si par hasard, je parviens à la conclusion, c'est que la notion de situation subit des traitements différents. Elle est tantôt équivalente de la notion de contexte, tantôt équivalente d'une coupe de la réalité caractérisée par le surgissement d'éléments nouveaux. La situation comporte une part d'invariance, laquelle invariance favorise qu'elle soit objet d'étude et du coup fructueuse en termes de connaissances, pourvu que la didactique de discipline élargisse son regard épistémologique et ainsi cesser de voir dans la situation une cousine de province. Et merci. Merci, chers collègues, de cette présentation qui se focalise sur la notion de situation sous l'angle de la didactique professionnelle. Je vous propose d'enchaîner directement pour gagner du temps et laisser un temps pour la discussion à la fin pour gagner du temps, si vous le souhaitez. Donc, modérateur, donc vive la démocratie. Du coup, je propose qu'on enchaîne directement avec M. Rachid Edebesh, qui nous vient de l'Université Ibn Tufayl. Non, c'est la même intervention. C'est la même intervention. C'est les deux. D'accord. Du coup, on enchaîne avec M. Abdelkader Hamaoui qui traite de la question de la contextualisation didactique et didactologie, enjeux et limites. Merci. Bonjour, nous tenons tout d'abord à me remercier le comité d'organisation ainsi que le comité scientifique pour les efforts déployés afin de réaliser cet événement scientifique. Aussi, les remerciements vont à toute personne qui est ici présente,
et nous remercions aussi les responsables de cette faculté pour la qualité de l'accueil. Un grand merci est adressé aussi à la RDF pour le choix de la thématique du colloque qui nous a permis de présenter cette communication intitulée La contextualisation didactique et didactologique, enjeux et limites. Mesdames et messieurs, l'homme en contexte reconnaît que les humains ne sont pas des entités isolées, mais qu'ils sont constamment en interaction avec eux-mêmes ou avec leur environnement. Cette approche considère l'être humain dans sa globalité, en prenant en compte les multiples facteurs internes et externes qui influenceront son comportement et sa perception du monde qui l'entoure. Cependant, du point de vue épistémologique, un contexte est difficile à appréhender du fait de sa complexité. Du point de vue théorique, il y a un manque d'outils d'analyse pour mieux identifier et comprendre les constituants d'un contexte. D'un autre côté, il est question de savoir si un contexte peut être stabilisé, car l'étude d'un phénomène variable est compliquée. Cette stabilité doit être en telle sorte à ne pas porter atteinte à l'identité, à la spécificité de chaque contexte. Il faut distinguer alors les composantes identitaires et celles qui peuvent être écartées. Mais ce tri n'est pas facile non plus. En plus, la contextualisation, qui est un moyen pour assurer la fiabilité des résultats, est généralement aléatoire, car elle prend en compte certaines composantes et écarte d'autres sans aucun fondement scientifique. Dans cette intervention, nous avons jugé nécessaire de faire un aperçu historique sur la genèse et l'évolution de la contextualisation didactique et didactologique. Cette recherche permettra premièrement de relever les différents aspects de la problématique qui les accompagnent et qui accompagnent ce processus. Deuxièmement, il est un moyen pour en exposer les enjeux et proposer un outil théorique plus adéquat pour une représentation plus scientifique du contexte. Au début, il est important de définir et distinguer la didactique et la didactologie. Pour comprendre la raison pour laquelle elles sont deux concepts conçus en forme de dichotomie, ainsi la didactique peut être définie comme une réflexion sur les pratiques en termes d'enseignement, mais aussi d'apprentissage disciplinaire, alors que la didactologie est une science en construction bien sûr, et qui englobe toute réflexion théorique sur les pratiques apprenantes et enseignantes transversales qui concernent toutes disciplines confondues, dans tout lieu différent. Cela veut dire que même si la didactologie est un champ de réflexion beaucoup plus large que la didactique, la question du contexte les concerne toutes les deux, mais à des niveaux différents. En ce sens, quoique ce point n'est pas un débat à soulever pour le moment, dans cette intervention, cette distinction sera utile pour la suite du raisonnement sur le contexte et la contextualisation. Il convient de souligner que l'un des changements majeurs dans le domaine de l'enseignement des langues est survenu dans les années 70 avec l'avènement de l'approche communicative. Cette approche a remplacé progressivement la linguistique interne qui prévalait alors en offrant une vision plus ouverte à la langue. Ainsi, le
la compétence communicative a entraîné la mobilisation des travaux sur les relations entre langue et société, sur les objets pragmatiques et la communication, ainsi que les premiers grands travaux sur les variations linguistiques et son lien avec l'école et la société. Pendant les années 80-90, la sociolinguistique s'est établie comme un cadre théorique important pour les sciences du langage, en mettant l'accent sur les pratiques linguistiques en tant que pratiques sociales, contextuelles et hétérogènes. En passant de la langue au langage, c'est-à-dire de l'objet d'étude au langage comme usage social et contextualisé de la langue. En adoptant la sociologie comme cadre théorique, la didactique des langues a changé sa perception de la notion de situation et a privilégié celle de contexte. Cet élargissement de la problématique a pour effet de considérer l'environnement sociolinguistique, culturel, social, économique, politique au-delà de l'espace didactique et pédagogique traditionnel. La sociolinguistique et l'introduction de la notion du contexte dans la didactique des langues ont favorisé un rapprochement de plus en plus étroit entre ces deux disciplines. Ce rapprochement permet de création d'une approche didactique qui accorde une plus grande importance au contexte social, ainsi qu'une sociolinguistique qui cherche à examiner les implications didactiques des données qu'elle recueille. En 1990, Louis Baden introduit pour la première fois le concept de didactique de la variation, cherchant ainsi à rapprocher la didactique des langues étrangères des réalités concrètes du terrain pédagogique. Plus tard, le terme socio-didactique a émergé dans divers travaux. Concernant une deuxième approche, Wharton propose d'inclure non seulement les paramètres sociolinguistiques, mais aussi les paramètres psycholinguistiques. Bien que les réflexions sur la didactologie aient émergé en lien avec la notion de contexte et la révolution communicative, les premières contributions à la contextualisation de l'intervention didactique peuvent être attribuées à Francis Desbizer et Robert Gallissin, qui ont porté une attention particulière aux problèmes engendrés par les transferts de pédagogie sur les plans éducatifs et culturels. De plus, d'autres soulignent qu'il existe d'autres perspectives à l'intérieur de la notion de contextualisation didactique, l'analyse didactique contextuelle et l'idée-didactique contextualisée. Ainsi, toutes ces recherches ont engendré des concepts autour du contexte qui méritent d'être expliqués. Nous voyons ici ceux qui sont en interaction directe avec le mot contexte, à savoir l'adaptation et la transposition didactique, mais d'autres, ils sont beaucoup plus centrés sur l'élève, à savoir l'analyse des besoins, centration sur l'apprenant et la pédagogie différenciée. Cela dit, le contexte il est beaucoup plus large et la contextualisation didactique ne se reconcentre pas autant sur l'échelle d'apprenant, mais plutôt sur l'échelle du contexte de l'apprenant. Quant au niveau d'intervention de la contextualisation, Desbizer affirme qu'il existe 5 niveaux qui sont les suivants, c'est-à-dire l'idéologie, la façon dont on enseigne et qu'est-ce qu'on enseigne, la façon d'apprendre et comment on apprend, et les fonctions de la langue et les outils pédagogiques. Pour d'autres, ils ont présenté des catégorisations différentes, nous en exposons certains.
Alors, comme remarque, la tentative de détailler les limites de la notion de contexte dans le cadre de la contextualisation didactique confirme la difficulté d'étayer les frontières claires de cette notion. Cependant, nous pouvons distinguer plusieurs paramètres, catégories ou types de contexte qui peuvent influencer une situation d'enseignement-apprentissage. Après avoir passé en revue comment le contexte a été introduit en didactique et en didactologie, les concepts qui y sont rattachés, ainsi que les différentes catégorisations proposées par certains auteurs, nous pouvons dire que le contexte est important car il peut avoir une influence significative sur la façon dont les apprenants apprennent et sur la manière dont les enseignants enseignent. Selon une perspective épistémologique, le contexte concerne l'ensemble des constituants d'un contexte donné, ainsi que par les conditions environnementales dans lesquelles l'événement a eu lieu. Ils peuvent affecter la façon dont les informations sont interprétées et comprises, orienter l'esprit public, l'opinion publique, et mettre en échec la validité et la fiabilité des résultats obtenus. Car les constituants d'un contexte sont imbriqués de telle façon à ce que toute tentative de délimiter s'avère difficile. Cependant, si nous décomposons les constituants d'un contexte jusqu'à ce que nous obtenions une unité indivisible, celle-ci sera un outil pertinent pour remplacer les mots éléments, composants, constituants, souvent utilisés mais qui n'aident pas à saisir un contexte. On peut dire alors que le contexte est un ensemble de contextèmes qui agissent et interagissent pour caractériser une réalité donnée. En ce sens, le contextème est l'unité minimale d'un contexte. Les contextèmes sont des unités indivisibles mais interdépendantes. Ils se manifestent sous forme de boucles. Ils ne peuvent être totalement pris en compte du fait de la complexité du contexte, mais ils peuvent être appréhendés à travers une pensée complexe. En ce sens, en utilisant la contextualisation et déterminer les différents contextèmes qui entrent en jeu, les chercheurs peuvent éviter les erreurs d'interprétation, clarifier les implications des résultats et établir une base solide pour les recherches futures. De plus, la contextualisation à la base des contextèmes peut également aider à identifier les limites de la recherche et à évaluer les pertinences et la fiabilité des résultats. Mais il faut dire que la contextualisation est construite car c'est une action de mise en contexte en intégrant différents contextèmes nécessaires et suffisants, spécifiques. Par son caractère relatif, c'est une intervention d'organisation et de réorganisation pratique polymorphe selon qu'un ou plusieurs contextèmes sont pris en compte ou non. Cela dit, la décontextualisation est le processus par lequel un contextème est retiré de son contexte original et présenté de manière isolée ou sans référence à son contexte d'origine ou en introduisant un ou plusieurs contextèmes. Ce processus peut se produire dans de nombreux domaines, pas seulement dans la didactique des langues. Après avoir présenté et expliqué le concept clé du contexte, savoir le contextème, il est important de proposer une catégorisation du contexte à travers un modèle dynamique et systémique composé de 4 niveaux imbriqués, à savoir le macro-contexte et l'exocontexte et le mésocontexte et le microcontexte qui concernent respectivement le niveau international, le niveau national, le niveau local et le niveau personnel. Ainsi, notre
intervention touche à sa fin avec une conclusion selon laquelle, grâce à l'introduction du contexte dans la réflexion scientifique, on est passé de simples pratiques de la classe à la naissance d'une science de la didactologie pour arriver à une nouvelle théorie du contexte. Et pour finir, nous pouvons dire que chaque contexte a des contextes thèmes qui peuvent être pris en compte et que peuvent orienter l'opinion publique. Dans ce sens, nous remercions votre attention et je vous souhaite bonne suite de programme. Merci, chers collègues, de cette intervention très intéressante où vous avez souligné la question ou la notion du contexte perçu d'un point de vue général didactologique et d'un point de vue particulier didactique. Sans plus tarder, on continue les festivités avec Anas, et du coup, qui nous présentera, qui s'interroge plutôt sur les spécificités des approches didactiques du français en contexte. À toi la parole, Chérine. Je risque de reprendre un peu le propos de Caroline. C'est ce que Caroline présentait. Oui, on va fusionner nos deux communications. Non, c'est pas la peine. C'est vers des coalitions. Non, mais je vais juste avoir ce propos de, je ne dirais pas de président de la section marocaine, mais de quelqu'un qui s'intéresse un peu à toutes les dimensions épistémologiques, dont relève justement la question des contextes. Et comme vous l'aurez remarqué, en fait, toutes les interventions qui sont réunies dans cet atelier s'inscrivent dans cette perspective épistémologique, mais nos positionnements ne sont pas les mêmes. Vous avez vu que pour les deux premières interventions, l'ancrage est beaucoup plus dans les perspectives linguistiques, socio-linguistiques, en fait, qui ont donné lieu à la didactologie. Donc, c'est un terme sur lequel j'ai mis des réserves, mais parce qu'en fait, didactologie, alors, si on prend en considération le fait que la didactique est en elle-même une réflexion sur, donc c'est un champ de recherche à part entière, le fait de parler de didactologie, c'est de dire que la didactique n'est pas une science, n'est pas un champ de recherche, c'est juste une somme de pratiques normatives, prescrites, etc. Donc, c'est pour ça que moi je ne dis pas qu'il faut surmonter cette notion de didactologie, mais qu'il faut peut-être la mettre en question. En partant du fait que nous, dans la section marocaine de la IRDF, on cherche à se situer dans les vieilles discussions qui vous sont familières, en fait, parce que ces discussions se présentent pour nous sous l'effet de la nouveauté d'ordre épistémologique. Le tour d'horizon fait par Caroline ce matin nous a montré effectivement que cette question de contexte a tout le temps préoccupé je te cite à chaque fois, mais non, parce que c'est la dernière intervention. Non, mais en fait, j'avais ce propos. Je voulais vraiment faire ce tour d'horizon des approches didactiques du contexte, ou des contextes d'enseignement. Et ce que tu as fait, vraiment un travail de synthèse qui mérite d'être applaudi, sincèrement. Et donc, très rapidement, parce que c'est un mot d'introduction, j'introduis le propos de Mohamed. Je rappelle juste un mot que j'ai dit ce matin par rapport à ce projet de la section marocaine de la IRDF. J'ai dit que ce colloque, comme le premier colloque, c'est une occasion de réfléchir sur ce qui rend spécifique notre discipline, mais aussi sur les transversalités, parce qu'en fait, l'usage maintenant du mot didactique se fait majoritairement pluriel. Et d'ailleurs, Mohamed coordonne un master qui s'intitule Didactique du français, didactique au pluriel. Alors ce matin, il y a eu un étudiant qui a parlé de didactique avec S. Et il a insisté là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on reconnaît la diversité des didactiques, mais cette diversité est très problématique. Donc quelle diversité on parle ? Est-ce qu'il s'agit justement de se repérer dans le dédale des approches sociolinguistiques, etc., qui mettent en relief les variations justement des usages de la langue en contexte, ou bien il faut plutôt parler d'une diversité des objets, une diversité des perspectives, une diversité des approches
du français en contexte. Alors, très vite, le noyau dur de notre projet, je reprends encore une fois les mêmes propos, mais le noyau dur de notre projet, la section marocaine, c'est d'aller au-delà des tensions statutaires autour du français. C'est-à-dire, ce qui nous préoccupe, en fait, c'est ces lexiques qui sont consacrés par un long usage, FLE. Alors, français langue étrangère, français langue maternelle, français langue seconde, et on se pose tout de suite la question, savoir quel français on enseigne. Est-ce qu'il s'agit du FLE? Est-ce qu'il s'agit du FLM ou du FLS? Et là, tout de suite, pour cette question, on s'est situé un peu dans ces, comme l'appelle Spayet, c'est une sociolinguiste, dans des tensions conceptuelles flottantes. Parce que la question des statuts est en elle-même floue. Quand on dit statut du français, est-ce qu'on se réfère au statut institutionnel? Par exemple, au Maroc, on parle du français langue étrangère privilégiée. Mais privilégiée par rapport à quelle langue? Alors, le qualificatif privilégié renferme tout un parti pris idéologique. C'est-à-dire c'est la deuxième langue, c'est la première langue étrangère, après il y a l'anglais et l'espagnol. Et donc, le fait de rentrer dans ces tensions conceptuelles flottantes ne permet pas de tirer au clair la question de la diversité, de la complexité des contextes d'enseignement. Donc, généralement, ces lexiques sont définis comme étant spécifiques l'une par rapport aux autres. Par exemple, le FLM, le français langue maternelle, se placerait très souvent, de par son histoire, par ses fonctions, plus du côté de la transmission que de la communication. Alors que le FLE, le français langue étrangère, et le FLS, français langue seconde, renverrait à des variétés du français en fonction des situations d'échange. Donc on est beaucoup plus dans des approches communicatives, d'obédience sociolinguistique, qui définit les usages effectifs de la langue dans des situations de communication produites ou imitées en situation de classe, contexte pédagogique, de façon réaliste. Alors là, on parle du contexte social. Néanmoins, dans l'histoire des idées, il faut le reconnaître, ces catégories sont subjectivement construites. Alors, ce que l'on entend par FLE, français langue étrangère, français langue seconde et français langue maternelle, ce sont des constructions subjectives qui dépendent étroitement des histoires individuelles, des histoires collectives, des histoires sociales, des préoccupations et des exigences théoriques. Alors, parlons d'actologie, on parle de situations, donc ce sont des partis pris théoriques. Mais ce sont aussi des positions militantes qui montrent que ce sont les acteurs eux-mêmes, c'est la manière dont ils s'approprient justement ces différentes lexiques, la manière dont ils s'emparent de ces lexiques, la manière dont ils en donnent valeur, qui fait qu'effectivement on parle de ces différentes lexiques comme si c'était justement des catégories intangibles. Alors logiquement alors, ne plus aborder, pour nous encore une fois, ne plus aborder le statut du français à partir de traits définitoires, approximatifs. Par exemple, je reprends un peu le terme de Michel Babel, la xénité d'une langue par rapport à une autre, c'est-à-dire l'étrangérité d'une langue par rapport à une autre, ou encore d'une même langue par rapport à ses différentes déclinaisons sociales ou culturelles, mais faire glisser la réflexion vers la question, qu'on trouve beaucoup plus unificatrice, de la discipline française, de ses contenus, de ses configurations, de ses fonctionnements et de ses enjeux en contexte. Voilà. Donc c'est ce glissement qui a véritablement des conséquences considérables sur la didactique du français elle-même. Alors s'il est primordial de mettre en discussion l'opposition FLE, FLM, FLS, et de raviver ces vieilles discussions dont j'ai parlé tout à l'heure autour du statut de la langue, c'est parce que le questionnement statutaire en lui-même ne résorbe pas le problème des contextes, des évolutions réelles des contextes d'enseignement, et des évolutions aussi du champ didactique sous l'impulsion des avancées des disciplines contributoires et de changements sociétaux plus larges, imprégnant les contextes d'enseignement dans lesquels s'inscrivent les contenus de la discipline française. Alors, très rapidement, encore une fois, deux indices montrent que ce que l'on est en train de construire maintenant, c'est une sorte de renouveau épistémologique de la didactique du français au Maroc. Alors, voilà, on référence un peu à ce qui se fait au niveau de la IRDF. Alors, le premier indice est lié à l'identité de la IRDF elle-même, qui s'est considérablement transformée au fil du temps, ne serait-ce qu'en changeant de dénomination, de la didactique du français langue maternelle à l'Association internationale pour la recherche en didactique du français. Donc, ce changement est très symbolique. D'ailleurs, il a suscité de très vives polémiques et controverses. Je vous réfère par exemple au dossier
dossier numéro 27 de la lettre de la IRDF, de la DFLM alors, publié en 2002, là où il y avait vraiment des réactions très vives, alors celle par exemple de Philippe Blanchet, qui est un didactologue, c'est dire, de Jean-Louis Schiss, qui est un sociolinguiste, et de Jean Bircu, qui travaille beaucoup plus sur le français langue seconde. Et donc vous pouvez consulter ce dossier. Et donc les différentes réactions sont recueillies dans la rubrique réflexion et débat. Alors, dans ces controverses, effectivement, ou à travers ces controverses, on peut dire qu'aujourd'hui, la IRDF, en faisant créer plutôt une section marocaine, qui part certainement de positionnements différents, parce que ce qui se pratique aujourd'hui chez nous, c'est majoritairement le FLE, comme on dit, mais le FLE, alors le FLE français langue étrangère, c'est beaucoup plus une catégorie qui pose problème, parce qu'en fait, quand on parle du FLE, comme je l'ai dit tout à l'heure, le FLE c'est lié plutôt aux approches communicatives, mais quand on voit que, par exemple, au niveau du secondaire, on fait lire aux élèves des œuvres littéraires, donc on travaille sur la littérature, alors la question qui se pose, est-ce qu'on fait vraiment du FLE? Donc c'est vraiment un premier raisonnement, c'est une première question qui fait réfléchir. Donc ce changement symbolique, ce changement de dénomination permet à la IRDF aujourd'hui de dialoguer avec des partenaires scientifiques, au positionnement sans doute différent, mais qui ne manquent pas d'enrichir ces champs d'activité. Par exemple, la IRDF est membre de la commission du français langue maternelle, mais aussi de la Fédération internationale des professeurs de français. Donc ça veut dire qu'il y a des continuums qui s'installent entre les différents partenaires, entre les différents positionnements, et qui fait que les catégories, donc les lexis justement, n'ont plus de sens en fait, n'ont plus de sens dans la mesure où, alors par exemple pour la IRDF, il existe un consensus tacite, très implicite, sur le caractère ambigu et obsolète du qualificatif maternel, qui est jugé sociologiquement trop étroit par Le Gros, ou trop connoté affectivement par Claude Simard, parce qu'il ne répond pas justement à l'hétérogénéité croissante des populations scolaires et à la complexité des situations linguistiques des pays francophones. Ce consensus tient aussi à la nécessité de tenir compte de la diversité des rapports à la langue, des situations et des pratiques langagières, comme l'a montré Caroline, ou d'interroger plus particulièrement l'articulation des pratiques sociales extrascolaires avec des pratiques scolaires déjà instituées. Alors, le second indice est lié à la nature des recherches qui sont menées de manière plus large en didactique des langues. Alors, si la IRDF considère comme nodale, comme centrale la réflexion, la question de la diversité des publics et de l'hétérogénéité des réalités sociales et interculturelles, cette préoccupation se fait l'écho d'une pléthore de travaux, dont on a fait la synthèse, mon cher collègue, d'une pléthore de travaux portant dans une perspective de contextualisation didactique sur les usages de la langue en contexte, son ancrage dans les pratiques sociales et sa détermination par des paramètres surtout extralinguistiques. Voilà, le contexte contenant. Okay. Alors, au cœur de ces travaux, l'exigence théorique de ne plus confondre la didactique avec son objet et de ne plus l'envisager comme une simple linguistique appliquée, comme une simple sociolinguistique appliquée, s'accompagne de l'hypothèse que les fonctionnements institutionnels et les pratiques de classe sont spécifiés par des réalités locales. C'est ce que vous avez souligné également. Alors, ce qu'on nous proposons, c'est un glissement. Donc ça va être illustré par Mohamed, un glissement conceptuel. Alors le mot glissement n'a rien de péjoratif, en fait, c'est pas un glissement au sens propre, c'est un basculement. C'est un basculement qui est aussi un glissement parce qu'il est porteur de risques. Il est porteur de risques et d'écueils épistémologiques. Donc c'est un basculement conceptuel vers la question de la discipline française. Alors ces premiers éléments de réflexion montrent que d'un contexte à l'autre, d'un espace sociolinguistique à un autre, d'un domaine théorique de référence à un autre, les questions ne sont peut-être pas les mêmes. D'autant plus que ce qui rend spécifique la didactique du français elle-même, ce qui définit les objets et les pratiques qu'elle a à défendre ou interroger, n'est pas du même ordre. Or, ces enjeux de contextualisation, est-ce qu'ils suffisent réellement à comprendre l'étendue, la complexité et l'évolution des problématiques didactiques? Alors, en considérant comme centrale la question de l'incidence des contextes d'enseignement sur le champ de la didactique du français, un glissement, un basculement, donc je me corrige, un basculement conceptuel s'avère nécessaire de la langue, de la question de la langue en tant que telle, vers celle de la discipline française. Envisagée ici, donc c'est une définition qui est très chère à Isabelle, comme une construction historiquement et socioculturellement située.
spécifiés par des contextes institutionnels en perpétuelle restructuration, mais visant transversalement à discipliner. Alors Bernard n'est pas là. Donc à discipliner, c'est-à-dire à construire chez l'élève, donc je cite Bernard, je le dis, construire chez l'élève certaines manières de penser, de parler ou d'écrire, de se comporter dans certains contextes. Ce glissement implique de resserrer donc la focale sur la pluralité des contextes d'élaboration des objets, et non pas sur la pluralité des contextes d'usage de la langue. En amont sur la question de la fabrique historico-sociale de l'enseignable, comme le dirait Chervel ou Forquin, devenu à différents degrés un horizon indépassable en didactique des disciplines de manière générale. Alors que l'on se positionne alors, du côté du FLF ou de celui du fleuve FLS, se pose transversalement le problème de la sélection des formes sur lesquelles reposent les savoirs transposés. Alors, cela donne toute importance au travail de Mohamed, qui aborde les exercices scolaires comme des espaces de contextualisation. Donc, il va illustrer ce propos après. Alors, il ne peut s'agir de la langue sous toutes ses latitudes, ni dans la complexité de ses évolutions. Le fait est qu'il existe, on le sait, un écart entre la forme scolaire, qui est constitutive de la discipline française, et ou encore la culture scolaire qui est sollicitée dans le cadre de son enseignement, de son apprentissage. Donc il y a un écart entre cette forme scolaire et cette culture scolaire et la réalité linguistique, qui est dynamique, hétérogène, saisie en dehors de la discipline, et qui évolue et se transforme également aux frontières des sphères éducatives non formelles. Alors Mohamed, c'est bon ? J'ai fini, j'ai introduit ton propos, donc à toi de jouer maintenant. À toi d'illustrer un peu cette question justement de contextualisation qui se fait par les exercices scolaires. Et Mohamed s'intéresse beaucoup aux travaux de Nathalie Benezou. Voilà donc la question des genres, la question des exercices, le travail de Christophe Rambaud aussi. Alors je te cède la parole. D'autant plus que j'ai dû créer quand même pas mal d'effets d'annonce sur moi. Donc, ça n'est pas du tout facile. Bon, je pourrais dire que je vais enchaîner tout court sur ce que tu viens là de construire. C'est énorme. Mais je devrais quand même préciser que mon intervention, qui allait prendre la forme quand même d'une communication, qui s'inscrit en fait d'un travail qui est en cours. Un travail de recherche qui s'inscrit dans le cadre d'une double visée. La première est le résultat d'un travail de thèse réalisé par un doctorant. Je pense à notre collègue Abdelrazak Khlaoui. Donc je parlais d'une première visée historico-justement didactique de l'enseignement de la lecture et de l'écriture. La seconde, qui répond beaucoup plus à une visée de contextualisation et de recontextualisation de l'enseignement et de l'apprentissage d'écriture. Et c'est dans cette visée de manière particulière que j'inscris la deuxième partie, je veux dire, de ma présentation. Je dirais, alors que tout domaine de recherche donc, se doit de spécifier son objet, bien entendu d'étude, et de le cerner dans un paradigme, je cite Cohn, donc 1970. Et c'est l'une, je dirais, des leçons que nous venons d'apprendre à travers, sur 10 journées quand même dédiées à la recherche scientifique. Voilà, de le cerner dans des paradigmes qui vont caractériser des perceptions. Je pense aux perceptions des chercheurs, bien entendu, des perceptions sur le monde. Le contexte d'enseignement du français, nous avons assisté depuis ce matin à différents prismes
sous lesquels donc on pourrait appréhender la notion de contexte. Le contexte qui revêt plusieurs dimensions, donc géographique, elle va insister quand même avec voilà, la distinction lieu et contexte, alors plusieurs dimensions géographiques, linguistiques, culturelles, etc. Et qui offre des situations d'interaction, c'est notre paradigme, qui permettent de reconfigurer donc la didactique du français. Je souligne en tant que discipline scientifique. Le cas de la didactique de l'écriture. Agnès, tu viens de parler de didactique du français, didactique au pluriel. Je poserai une autre question, mais par rapport à la scalarité, didactique générale, didactique des disciplines, didactique des langues, didactique du français, donc didactique au pluriel du français. Je suis en train de penser à la possibilité d'envisager des didactiques au pluriel des activités. Il y aurait des didactiques par hasard de l'écriture, des didactiques de l'oral, bon, qui vont avoir par la suite des retombées sur plusieurs, tout simplement, manières d'enseigner l'oral, plusieurs manières d'enseigner. Quand je dis manière, c'est-à-dire c'est à la fois la dimension des savoirs, les savoirs qui vont permettre d'enseigner l'écriture, mais les pratiques enseignantes qui vont être différentes. Donc, sociologiquement parlant, les recherches sont nombreuses à souligner, alors que la non-maîtrise de l'écriture, c'est un facteur d'exclusion, risque d'être un facteur d'exclusion sociale. À l'intérieur même de l'école comme à son dehors. Et que l'organisation scolaire, comme contexte prototypique, ça a été souligné par Patrick Ayou ce matin. Alors, l'organisation scolaire comme contexte prototypique pour la scolarisation des savoirs, je cite Nathalie Denisot, alors, cas de l'enseignement des langues, l'écriture n'est pas un contexte clos. Alors, Maurice Tardif et Claude Lessard, à travers un travail réalisé sur le métier de l'enseignant au quotidien, alors, et il n'en est pas autrement pour les situations didactiques initiées par la théorie de Brousseau. Les situations didactiques, je les rappelle à titre indicatif, situations didactiques, adidactiques, non didactiques. Alors, les situations, les exercices, les tâches, comme lieu de rencontre, comme dirait Christophe Renveau, mais comme espace donc d'interaction, comme espace nouveau, où se tissent de nouveaux rapports au savoir et à la dimension contextuelle, à la dimension sociale des pratiques langagières, le cas de l'écriture. La notion de consigne, comme celle de tâche et d'exercice, qui est héritée de la tradition structuro-behavioriste et qui reprend systématiquement le schéma skinnerien, stimulus-réponse, et les repenser dans une perspective de recontextualisation. Je cite une nouvelle fois Renveau, Ernst, Christan. Alors, des exercices et des tâches, une recontextualisation qui rend possible donc notre interaction en tant qu'enseignant, mais notre interaction en tant qu'élève aussi, avec le caractère complexe de l'écriture, ou de l'enseignement, apprentissage plutôt de l'écriture. Alors, de plus en plus inscrite dans une mouvance constructiviste, donc, qui essaie de dépasser un peu le réductionnisme behavioriste par rapport au fait de considérer que l'exercice, la tâche d'écriture, c'est une question de stimulus-réponse. Donc, dans cette mouvance constructiviste, les tâches de l'exercice portant sur l'écriture constitueraient un outil didactique façonné presque subjectivement par les enseignants en contexte. Les enseignants donc en situation de conception. Et c'est ça donc le projet en fait de notre recherche, c'est-à-dire que sur la base en fait d'un corpus de
de dossiers pédagogiques réalisés par des enseignants différents dans différents contextes. Alors nous allons essayer de voir comment des enseignants, en fait c'est les mêmes, les orientations pédagogiques sont les mêmes. Alors nous allons voir comment à travers différents dossiers pédagogiques, à travers différents dispositifs didactiques, alors conçus, pensés, réfléchis, préparés incessamment, dans le cadre de plusieurs activités de planification. Alors comment ces projets portent sur les mêmes objets de savoir, et donc on va noter un rapport qui risque d'être subjectif par rapport au savoir, par rapport même à l'activité d'enseigner la même chose de différentes manières. Donc à travers ces situations de conception de dossiers pédagogiques, et qui est exprimé différemment, tantôt par un impératif, je suis en train de penser aux consignes. Alors les consignes qui sont formulées par des infinitifs, par un futur simple, par un futur proche, par une question, parfois suivie d'indications. La tâche donc de l'écriture, déclenchée par la consigne, devient une situation où se déclenche une nouvelle mise en scène du travail de l'enseignant et celui de l'élève, avec potentiellement un changement de rapport au savoir sur l'écriture, un changement de rapport à la tâche et même aux pratiques sociales liées à la maîtrise de l'écriture, répondant parfois à des questions comme alors, je suis en train d'écrire, mais mon écrit est destiné à qui? Qu'est-ce qu'on me demande d'écrire au juste? Qu'est-ce que je dois mettre dans mon écrit? Et si je mets quelque chose dans mon écrit, est-ce que c'est parce que je suis conscient quand même de l'intérêt qu'il y a à apprendre l'écriture à l'école, ou c'est juste pour avoir une bonne note, ou etc. Et donc, par sa complexité, il faut le dire, l'écriture ou les exercices en écriture favorisent des situations d'exercisation et de tâches dont les contextes de réalisation sont hétérogènes et différents. Vient de ce qui se passe du côté de celui qui enseigne, mais de la part de celui qui apprend, eh bien, il faut dire que ça aussi, on peut même dire que c'est un indicateur d'une pluralité de contextes par rapport à l'apprentissage de l'écriture, parce que, je devrais commencer par question de motivation, les élèves n'en profitent pas de la même manière. Et bien entendu, ils ne savent pas, ils ne développent pas les mêmes stratégies de conscience. Alors pourquoi? Ils ont tout l'intérêt à apprendre l'écriture à l'école, éventuellement pour s'en servir à l'extérieur de l'école. Et donc, c'est des élèves qui n'en profitent pas de la même manière, ou bien c'est des élèves qui ne se représentent pas la même consigne, la même tâche de la même façon, ne garantissant pas ainsi à l'apprentissage et à la réussite de tous les élèves, particulièrement par rapport à la tâche de l'écriture. Il y a là, donc à l'intérieur de la même discipline, une diversité de contextes, on vient de souligner, aussi bien au niveau de l'enseignement qu'au niveau des savoirs à enseigner, des savoirs enseignés, qu'au niveau encore des apprentissages. Du point de vue du travail de l'enseignant, comme le soulignerait Bernard Schnebly, alors ces situations amènent les agents de l'organisation scolaire, le cas des enseignants, à développer des stratégies de rationalisation. Patrick Ayou l'a souligné ce matin en faisant allusion à ces stratégies théorisées par Max Weber, sociologue allemand, faisant allusion en distinguant entre des stratégies d'adaptation, en le sens de stratégie de recontextualisation, alors stratégie d'adaptation, stratégie de compensation et stratégie d'accommodation. Il y a là donc le travail supplémentaire qui pourrait s'imposer
à l'enseignant quand il ne cesse de planifier son cours et ses activités pendant et même après son cours. Alors, le cas de l'enseignant, qui, en plus de la présentation de ces objets sur l'écriture, Bernard Schneebly parle quand même de ce premier travail de sémiotisation, présentation des objets, Bernard Schneebly 2000, qui recourt à des connaissances et à des activités de double sémiotisation. Voilà, c'est-à-dire, à un moment donné, un travail de présentation des objets liés à l'écriture, je vais considérer que ce n'est pas suffisant par rapport à un contexte, et que la singularité de la situation de l'enseignement et de l'apprentissage, avec des difficultés qui surgissent et qui vont nécessiter, ils vont exiger même de l'enseignant qu'il propose ou bien qu'il fasse preuve d'un autre effort supplémentaire, que l'on pourrait mettre sur le compte d'une double sémiotisation, où Bernard Schneebly parle de présentification des objets. Évidemment, peut-être Caroline apprenait ça à nos étudiants, un certain de nos collègues hier. Bon, j'avais compris ça à travers le questionnaire que vous avez administré par rapport aux données circonstancielles où un enseignant pourrait commencer et terminer son travail de planification. Et j'ai dû retenir qu'un travail de planification ne se termine jamais et que c'est un travail récursif. Voilà que je suis en train de reprendre donc par le travail de recontextualisation nécessaire. Donc Bernard Schneebly, double sémiotisation. Sandrine Ebi-Daré, qui parle d'une triple sémiotisation dans le sens de ce travail encore supplémentaire, qui va consister à travailler vraiment la conceptualisation et aider, venir en aide aux élèves pour qu'ils conceptualisent davantage et mieux donc les connaissances sur l'écriture. Du point de vue de l'élève, on devrait s'attendre à des effets d'interaction qui génèrent donc des activités de recontextualisation illustrées soit par donc on pourrait s'attendre à des élèves qui n'exécutent pas la tâche, qui ne réalisent pas l'exercice, qui résistent, à des chuchotements, à des agitations, à des demandes d'explication, à des demandes d'explicitation par rapport à la consigne de l'exercice, donc des demandes d'explication auprès même d'un père, même à une stratégie de dérangement pour dire ce que je n'arrive pas à comprendre, je ne vais pas te laisser tranquille, exécution des tâches et donc erronée, discussion avec les voisins, ça pourrait même donc une demande d'un temps supplémentaire pour la réalisation de la tâche. Et dans une perspective de planification réflexive, d'autres activités dans le sens toujours de la recontextualisation à l'intérieur de la discipline, d'autres activités devraient être mises en jeu pendant la tâche et le processus d'écriture. D'autres connaissances ou bien de connaissances supplémentaires d'ordre métalinguistique, présentation d'un écrit prototypique, c'est-à-dire un écrit modèle, de réécrire quelque chose qui ressemble à ça, exécution de tâches, planification de l'écrit, donc des indications par rapport à la planification, vous allez commencer par, etc., etc., et des indications supplémentaires sur la consigne. Donc généralement, c'est toutes des activités de remédiation qui pourraient venir en aide. Vous voulez que je prononce 3 points de suspension parce que voilà, j'ai mis 3 points de suspension en fait. Voilà, à suivre. Merci beaucoup. Merci à Mohamed et merci à Agnès d'avoir présenté cette intervention très riche et très stimulante
où ils ont présenté quelques spécificités des approches didactiques en français, en prenant les exercices et les tâches comme exemple et comme espace de contextualisation des pratiques orales et écrites. On enchaîne et on finit plutôt avec l'intervention de M. Brahim El-Rafiq, qui nous vient de l'Université Ibn Zor, où il va traiter la didactique du français, ajustement et adaptation. Merci. Merci. C'est le dernier intervenir, il ne faut pas me poser de questions. Donc, bonjour. D'abord, un mot de remerciement au comité organisateur de ce colloque qui a porté sur une thématique qui est très innovante, à savoir la contextualisation. Déjà, moi, M. Enes, je suis vraiment marqué par l'intitulé. Déjà, dans l'intitulé, tout à l'heure, vous avez parlé de ce qu'on appelle les tensions statuaires. Je ne sais pas, c'est par mégarde, dans l'intitulé, que vous avez parlé du didactique du français. Tout court. Parce qu'au Maroc, c'est flou. Le statut de la langue que nous enseignons, il est flou. Il n'est pas du tout étranger. Il n'est pas seconde, il n'est pas maternel. Donc là, voilà. Alors, je vais revenir sur mon propos. Donc, ma communication porte sur l'intitulé suivant: quelle adaptation, ajustement au nouveau contexte curriculaire. J'ai essayé de l'infléchir sur la thématique du colloque. Et donc, de manière laconique, voilà ma communication, mon propos. Elle porte sur les deux axes suivants. Dans le premier axe, je vais essayer d'interroger la littérature didactique qui porte, ça veut dire une revue de la littérature qui porte sur la notion de contextualisation, bien sûr en rapport avec les concepts connexes, parce que la contextualisation, c'est un concept qui est polymorphe, qui est pluridimensionnel, et donc qui est un terme qui est circulant, et qui englobe un certain nombre de concepts connexes, à savoir didactique contextualisée, contextualisation didactique, contextualisation, décontextualisation, recontextualisation. Donc il y a tout un ensemble de concepts qui pivotent autour de la contextualisation, ce qui prête parfois à des confusions et à des anomalies même au niveau pratique. Donc dans un premier point, je vais interroger ça, la contextualisation. Je ne vais pas faire ce qu'on appelle l'archéologie du concept, non, loin s'en faut, mais je vais seulement essayer de faire un certain cadrage avant de passer au deuxième point. Ce qui m'intéresse plutôt, je vais me focaliser sur les réformes qu'a connues l'enseignement du français au Maroc, également les réécritures curriculaires, par rapport à l'existant. Je vais essayer de voir, est-ce qu'il y a une tension ou une harmonie entre ce qui est prescrit et l'existant. Bien évidemment, comme vous allez voir, je vais anticiper, vous allez voir qu'il y a un grand hiatus entre les recommandations, les prescriptions du législateur, voilà, des didacticiens, des spécialistes en matière d'ingénierie pédagogique, et ce qui se fait dans le terrain. Alors pour le premier point, la contextualisation, d'abord, le concept de contextualisation, ce n'est pas un concept qui est nouveau, ça date de loin, et donc ça a commencé avec les travaux de Jean Dewey et toutes les pédagogies libertaires qui mettent en relation les enseignements et les apprentissages avec le milieu naturel de l'élève. C'est une manière de contextualiser, de mettre en relation les apprentissages avec le vécu de l'élève. C'est une façon de l'éveiller, d'éveiller sa curiosité, de l'intéresser. Également, comme disait Bucheton, c'est une façon également de mettre l'élève au présent de l'indicatif de la classe. Parce que c'est toujours ça. Bien. Donc, je dis voilà. Mais les premières théorisations de la contextualisation, bien sûr, ont été élaborées par les deux grands didacticiens, à savoir de Bizet, je fais pour votre communication, en 1922. De Bizet, il a parlé de ce qu'on appelle les transferts pédagogiques. Et donc, il a expliqué que
en fait, la contextualisation, c'est quoi pour lui? C'est le fait d'adapter une méthodologie instituée, élaborée dans un contexte donné, à un nouveau contexte, et donc il a soulevé les problèmes de l'étrangeté de cette méthodologie-là, et les enjeux qui font surface quand on veut la mettre en pratique. Voilà. Deuxième didacticien, c'est Robert Galisson, c'est en 1992. Voilà. Et on n'est pas sans savoir, c'est qu'il a le mérite, bien sûr, d'ériger la didactique en discipline autonome. Et c'est lui qui a parlé de ce qu'on appelle didactique, didactologie. Bien évidemment, à un certain moment, il a regretté même d'utiliser le mot didactologie. C'est un concept qui n'est pas opérationnel. C'est lui qui l'a conçu au début pour faire un distinguo entre les didactiques qui s'occupent des pratiques et la didactologie qui s'occupe de ce qui est théorie. Donc à un certain moment, cette dichotomie-là, elle a été remise en question. J'ai dit bien que Galisson, lui, il a porté sa réflexion également sur le transfert de ces méthodologies aussi. Il a remarqué qu'en fait, il y a des méthodologies qui sont exportées, qui sont importées d'un contexte particulier et qui sont incompatibles avec le contexte dans lequel on a essayé de les implémenter, de les ancrer. Donc il a donné l'exemple. Il a remarqué que par exemple l'approche communicative, à un certain moment, lui aussi, il a essayé, lui, avec certains didacticiens, il a essayé de l'implémenter dans le cadre du Proche-Orient. Donc il a remarqué que c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une culture éducative qu'il faut prendre en considération. La langue arabe, elle est régie par des normes langagières et sociales qui ne sont pas les mêmes que le français. D'où l'impossibilité par exemple, de mobiliser cette approche-là en langue arabe. Vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, pour la langue arabe, vous savez que l'approche communicative, c'est une approche qui prend appui sur les actes de parole, etc. Mais au Maroc, l'arabe qui s'enseigne, ce n'est pas l'arabe qui est qu'on pratique dans la vie quotidienne. Est-ce que vous comprenez? D'où l'impossibilité, par exemple, d'optimiser la mise en place de cette approche au Proche-Orient. Il y a un autre théoricien qui a parlé également, qui a abordé la notion de cette contextualisation, c'est Blanchet. Et donc Blanchet, il a beaucoup insisté sur la nécessité d'une réflexion merement réfléchie sur le contexte. C'est toujours intéressant, avant par exemple d'instaurer une politique éducative, etc., il faut prendre en considération le contexte et également, surtout, il a ajouté ça. Alors, l'étude de contexte se fait par le truchement de ce qu'elle a appelé une ethnographie scolaire. Cette ethnographie scolaire, bien sûr, il prend appui sur les composantes suivantes. Les actants, ça veut dire les élèves, l'agent, le professeur, le milieu institué, l'école, le milieu institué, la société, l'espace et le temps. Donc, tout un ensemble de facteurs qu'il faudra prendre en considération pour contextualiser un savoir ou une méthodologie. Voilà. Et donc, il a également fait les distinguos entre ce qu'on appelle le contexte interne et externe. Le contexte interne, c'est ce qu'on appelle le contexte didactique, en relation avec l'école, avec les savoirs, avec les apprentissages. Le contexte externe, c'est bien sûr la société, voilà, tout ce qui est social, tout ce qui est idéologique, etc. Les sources de la contextualisation proviennent de trois éléments, de trois ingrédients. Le premier d'abord, c'est les apports de l'approche communicative, avec bien sûr les notions. Vous avez dit la centralité sur l'apprenant et les besoins de l'apprenant, la prise en considération des besoins de l'apprenant. Ce sont des éléments qu'on prend en considération dans la contextualisation. Et également, l'approche communicative aussi, il a beaucoup alimenté la contextualisation
par ce qu'on appelle la notion de compétence communicative. Vous n'êtes pas sans savoir que bien sûr, la compétence communicative, elle dépasse largement ce qui est linguistique, voilà, pour embrasser ce qui est culturel, ce qui est socioculturel. D'ailleurs, Himes, dans le cadre de ce qu'on appelle l'ethnographie de la communication, il a élaboré un modèle de communication qu'il a appelé Speaking. Et dans ce modèle-là, il a essayé de montrer que la langue, elle est régie par ce qu'on appelle les règles, des règles socioculturelles. D'où l'intérêt, voilà, en didactique, d'intégrer le facteur social dans l'enseignement de la langue, c'est-à-dire un basculement entre le code, voilà, et le social. Un autre élément qui a nourri la réflexion en matière de contextualisation, c'est les apports de la sociolinguistique, avec le concept de l'évaluation linguistique, évidemment. Les travaux de Levov et Bernstein en témoignent. Le concept de la diversité linguistique a permis à la didactique de prendre en considération la diversité linguistique des apprenants, de prendre en considération leur langue maternelle, c'est-à-dire le contact des langues en classe. Donc, tout ça va dans le sens de la contextualisation. Et puis également, bien sûr, cette sociolinguistique s'est érigée en ce qu'on appelle la sociodidactique, qui est en cours de construction, en cours de structuration, parce qu'elle n'est pas encore élaborée en tant que discipline autonome. Donc la sociodidactique, voilà, c'est-à-dire on fait la part à la fois didactique de la part du social et du didactique. Bien voilà pour ce cadrage théorique. Je passe maintenant, je vais vous présenter maintenant un certain regard réflexif, plutôt critique, sur la mise en place de cette contextualisation dans le contexte marocain. Et je vais vous donner des exemples. Ce que je dis, ce n'est pas de la vérité absolue, c'est ma lecture à moi. Donc ça émane de... Alors, d'abord, par exemple, au niveau des approches. Et que, par exemple, aujourd'hui, en matière d'enseignement, apprentissage du français au collège et au lycée, il a été recommandé de mobiliser ce qu'on appelle l'approche actionnelle. Alors, cette approche actionnelle, en principe, c'est une approche qui a été mobilisée en Europe pour promouvoir le plurilinguisme. C'est-à-dire, il découle de quoi? Il découle d'une vision politique, idéologique, sociale et épistémologique. Et donc là, il a été utilisé au Maroc, il a été dénaturé, il a été vidé de sa substance. Voilà. Donc l'approche actionnelle suppose quoi? Le vivre ensemble, la coaction, la co-culture, etc. Ce qui n'est pas faisable au Maroc. Voilà. L'approche actionnelle marxiste se réduit à quoi au collège? À des projets à la fin de l'unité didactique. Voilà. Les élèves qui se réunissent. Alors c'est pas ça le social. Deuxième élément, je vais vous parler également de ça. Un autre exemple, la pédagogie d'intégration. C'est-à-dire l'approche par compétence. Quand elle a été transposée au Maroc, très bien, on n'a pas pris en considération les conditions de sa réalisation. L'approche par compétence, c'est une approche qui est inopérante au Maroc. Pourquoi? Parce que ça suppose un effectif qui est réduit en classe. Ça suppose par exemple un changement de la culture, aussi bien des élèves et des apprenants. Généralement, l'enseignement au Maroc, ça se fait par mimétisme, ça se fait par le par cœur. Et comment du jour au lendemain demander, par exemple, à faire table rase des savoirs pour promouvoir ce qu'on appelle le savoir-faire en classe. Donc là, ça, c'est un problème. C'est tout Je vais donner un autre exemple. C'est par rapport, voilà, dans le cadre disciplinaire. Vous savez qu'au Maroc, par exemple, au lycée, l'enseignement du français se fait par le truchement des œuvres littéraires. Mais ceci est un choix idéologique parce que derrière les choix pédagogiques, il y a toujours des choix politiques. C'était, bon, attention, le choix des œuvres littéraires, il a été dicté
par une certaine conjoncture qui est marquée au Maroc par les événements terroristes au Maroc, etc. Alors, pour contrecarrer ça, pour contrecarrer cette pensée-là, sclérosée, etc., on a essayé d'introduire les œuvres littéraires au lycée pour illuminer les étudiants, pour les éclairer, etc. Mais le problème, par exemple, dans le cadre de cet enseignement-là, on a préconisé de mobiliser ce qu'on appelle la lecture méthodique, voilà, pour étudier un texte littéraire. Or, en France, c'est le pays, par exemple, donateur de cette... c'est le pays qui nous a exporté cette méthode-là. C'est une méthode, oui, qui a été faite pour répondre à un besoin. En France, en 1987, la lecture méthodique, ça prépare l'élève au commentaire composé. Or, dans nos classes au lycée, la lecture méthodique telle qu'elle se fait avec la découverte des axes de lecture, etc., ça n'a rien à voir avec le commentaire composé auquel il a été prédestiné dans le milieu, dans l'hexagone. Là également, c'est un hiatus. Pourquoi, par exemple, demander à un élève, par exemple, de chercher des actes de lecture, puisqu'en production écrite, il n'en aura pas besoin. Production écrite, on lui demande de rédiger un texte argumentatif, un texte explicatif, etc. Donc là, ce sont des aberrations. Oui, Alors, conclure, sur ce, cher voilà. collègue. Je comprends que je vous ai écrasé. Merci beaucoup, chers amis. Merci à vous. Et donc, place au débat. À présent, on va prendre les questions. Pas tous à la fois. Bah oui. Vous avez droit à une exonération. Donc, pour écourter, on va dire, ma question, je vais vous poser une question très claire et concise. Et les 18 ans. Oui. Donc, en fait, j'ai un problème avec le mot décontextualiser. Parce que parler de décontextualisation en l'espace classe, c'est un peu terrifiant. Hein. Donc, si on arrive à décontextualiser, d'abord, il va falloir se poser la question décontextualiser quoi de quoi, d'accord? Est-ce qu'on décontextualise de savoir? Qu'est-ce qu'on décontextualise en réalité? Bon, et là, j'aimerais revenir pour tirer un petit peu les choses au clair aux questions que M. Pushkart vient de se poser et qui sont en réalité concrètes. Si on arrive par exemple à décontextualiser une activité, on va dire, de production écrite, on pose la question à qui j'écris, donc pourquoi, pour quel intérêt. Donc là, ces questions seraient, on va dire, dénuées de sens, des questions absurdes. Et merci. Je pose ma question. Oui, moi aussi j'ai une question, mais je voudrais savoir est-ce que je pose la question immédiatement ou on attend. D'accord. Donc je vais faire en sorte de ne pas être lent. En tout cas, je ne serai pas autant que Ryan. Donc ma question est principalement adressée à M. El Gousseiri. Donc quelle position médiane pourrions-nous occuper aujourd'hui en didactique du français, notamment en contexte marocain, entre, j'allais dire, une utopie béate et un réalisme conservateur, ça veut dire entre des pratiques sécurisantes, la doxa, etc., entre les aspirations que l'on se donne aujourd'hui, qui se veulent, permettez-moi le terme, ambitieuses ou démesurées. Merci. J'ai fait vite, hein, comme promis. Donc, quelle position médiane pourrions-nous occuper
occuper entre une utopie béate, les aspirations démesurées, et le réalisme conservateur, les pratiques sécurisantes. C'est une question qui doit être posée la matinée. Hein. C'est qu'on est décidé, on est tous d'ailleurs. Il faut apprendre à contextualiser les questions. Peut-être une dernière question. On va faire en sorte que c'était le dernier. C'était la dernière. Ah, mais pas compris. Alors, la première question était donc, pour répondre à votre question, c'est Tardif, vous connaissez Tardif? Voilà. C'est Tardif qui a parlé de cette vision triptyque de la contextualisation. Donc, il a parlé de ce qu'on appelle la contextualisation des savoirs. La contextualisation, c'est-à-dire mettre en relation les savoirs avec les vies, rendre les savoirs vivants, rendre les savoirs utiles pour l'élève. Voilà, c'est ça la contextualisation. Décontextualisation, il faut le comprendre comme ça, tel qu'il a été formalisé par décontextualisation en classe. Le professeur, très bien, il présente un savoir à l'élève sans qu'il soit contextualisé. Et c'est à l'élève, par la médiation du professeur, de reconstruire la contextualisation du savoir. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est un travail qui se fait très bien, par la médiation du professeur. La recontextualisation, c'est quoi? C'est le transfert des compétences vers d'autres nouvelles situations. C'est la recontextualisation. Par exemple, vous avez appris, je ne sais pas, à écrire un conte, vous pouvez transférer la compétence en question vers d'autres écrits. Voilà. Donc c'est ça. Donc par exemple, si on se met dans la lignée de Tardif, c'est comme ça qu'il faudra compenser. D'ailleurs, c'est parmi les problèmes qui se posent dans cette contextualisation. Il y a des concepts qui sont flous. Donc il faut, pour les comprendre, il faut aller à la source. J'espère que je suis exhaustif. Dans ce sillage d'idées, je pense que mon collègue a bien clarifié les choses, tout en essayant de mettre en rapport cette notion avec les travaux de Tardif, contextualisation, décontextualisation et recontextualisation. Cette notion triple, là, si vous voulez, fait écho avec ce que Paul Ricoeur aussi appelle configuration, déconfiguration et reconfiguration. Mais dans le contexte de Tardif, il s'agit donc d'un élan réflexif que l'élève, l'enseignant entreprend pour se détacher d'un contexte dont il dépend et qui constitue un handicap à la distanciation. Donc le contexte dont parle Sébrahim, ce n'est pas le contexte objectif, c'est plutôt un contexte mental qui permet à l'enseignant et du coup à l'apprenant d'avoir ce regard distancié par rapport à un contexte auquel il est attaché et qui lui a permis à un moment donné de générer une connaissance. Donc il n'est plus sous la dépendance de cette connaissance une fois qu'il décontextualise. Donc toute connaissance a une genèse, ça veut dire toute connaissance a un contexte qui a permis son émergence. Une fois que je décontextualise, ça veut dire j'enlève à cette connaissance tous les éléments spatio-temporels et aussi actoriels. Cette connaissance donc n'est plus valable, il peut traverser plusieurs contextes. Donc c'est ce que Pierre Vermersch appelle les satellites de l'action, tout ce qui a un rapport avec le temps, l'espace et les sujets, je les évince de manière à ce que la connaissance se détache justement de ces éléments qui peuvent constituer un obstacle à la promotion de la connaissance pour aller, je pense, aller s'accueillir dans d'autres
d'autres contextes. Si nous remontons aussi à l'histoire et surtout à la sociolinguistique, et je pense dans l'intervention de la matinée, je pense que Patrick a parlé de Basil Bernstein en parlant justement de ce code élaboré, de ce code restreint lorsqu'il a travaillé sur les ghettos, je pense, si je ne me trompe pas, je n'ose parler latin devant les doctes. Donc, les enfants des couches ou bien des classes défavorisées ont du mal à se détacher du contexte. Il faut que le contexte soit présent pour leur permettre d'élaborer de la connaissance, alors que les enfants issus des classes favorisées n'ont pas besoin de ce contexte pour donner libre cours à leur connaissance. Merci. Merci, cher collègue. Je suis désolé, mais je pense qu'on n'a pas assez de temps pour... en connaissant Anas, au lieu de répondre à une question, il va faire un cours. Je propose qu'on arrête. On aura l'occasion de discuter de votre question demain. Je vous remercie de passer une bonne soirée. Vous n'avez quand même pas validé vos modules pour les parcours de la vie. Merci beaucoup.